Bienvenue à cette conférence de presse qui porte sur le dépôt d'une pétition sur la sécurité du revenu. Sans plus tarder, je vais vous céder la parole à M. Alain Laflamme, qui est producteur de porc en Montérégie et instigateur de cette pétition-là. M. Laflamme. Merci. Bonjour à tous. En mars dernier, nous avons lancé une pétition pour que les producteurs obtiennent une véritable sécurité du revenu. La récente décision de la financière agricole du Québec d'abolir l'assurance stabilisation dans 3 secteurs de production, maïs, soya et pommes de terre, nous fait voir encore plus l'urgence d'exiger du gouvernement des programmes adaptés à la réalité de l'agriculture. En mettant sur pied ce type de programme, cela assurera non seulement l'avenir de nos jeunes de la relève, mais aussi de toute l'agriculture. C'est pourquoi il y a urgence d'agir. Aujourd'hui, dès la fin de la conférence de presse, nous ferons parvenir au premier ministre Philippe Couillard cette pétition signée par plus de 4 500 producteurs. L'appel est ici. Ces signataires représentent des fermes qui souvent emploient des dizaines et des dizaines de travailleurs. C'est donc dire l'importance qu'accordent les producteurs de pouvoir compter sur des programmes solides en sécurité du revenu. Il est grand temps de stimuler et de promouvoir les investissements dans les entreprises agricoles pour que cela entraîne une hausse de la production et de l'efficacité. Pour nous, il est très important et primordial que le gouvernement mette en place un programme d'appui au développement des entreprises agricoles et non seulement pour assurer que nos fermes puissent investir, mais aussi pour permettre à la relève agricole de réaliser ses aspirations de devenir des producteurs. Ce sont eux l'avenir du Québec et de l'agriculture. En terminant, je désire remercier l'Union des producteurs agricoles, la Fédération de l'UPA de la Montérégie, les producteurs agricoles et les entreprises qu'ils ont soutenues pour cette pétition. C'était véritablement un travail d'équipe pour atteindre ces objectifs, puis j'en suis très content. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, M. Laflamme. Maintenant, je cède la parole à M. Christian Saint-Jacques, le président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. M. Saint-Jacques. Bien, bonjour à tous. Premièrement, au nom de la Fédération et de la Confédération, j'aimerais remercier les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui, les producteurs agricoles qui ont appuyé la pétition, plusieurs représentants au niveau de l'Union des producteurs agricoles de quelques régions. On a M. Paul Doyon, Fédération de l'UPA de Chaudière-Appalaches, M. Marcel Pépin, de la Fédération de la Naudière, M. François Bourassa, de la Fédération de l'Estrie, un représentant de la pomme, M. Éric Rochon, et M. David Duval du Port, et Francis Desrochers de la pomme de terre, et plusieurs représentants du milieu agricole de la région aussi. Puis je voudrais aussi remercier plus spécifiquement l'organisation de l'exposition agricole, M. Brouillard et M. Simon Juillard, de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui présents lors de l'activité de l'exposition agricole pour cette conférence de presse. Comme vous le savez, le succès en agriculture est influencé par de nombreux facteurs, qu'ils soient d'ordre économique, de prix de marché, de compétitivité des autres provinces et même d'autres pays, surtout dictés par des conditions climatiques. Or, les producteurs agricoles ne l'ont pas eu facile au cours des dernières années, même avec des programmes comme l'assurance stabilisation. On a vu des baisses importantes du nombre de fermes au Québec. Comme exemple, on peut donner dans le bovin, où il y a 30 des fermes qui ont disparu dans les dernières années, ce qui représente 50 de la production annuelle au Québec. On a aussi la production du porc, où on a au-dessus de 30 des fermes indépendantes dans la production porcine qui ont laissé aussi dans le courant des dernières années. La décision récente de la financière agricole du Québec d'abolir l'assurance stabilisation des revenus agricoles dans le secteur du maïs, soya et de la pomme de terre fait craindre le pire pour l'agriculture. Il aurait fallu, au préalable, évaluer les impacts futurs de ces décisions, car elle aura des conséquences pour la relève et va surtout hypothéquer les transferts des entreprises aux générations futures.
L'UPA avait proposé au gouvernement la cohabitation des programmes ASRA et Agri-Québec afin de maintenir un filet de sécurité et mettre en place les recommandations du comité qui avait été mis en place par la financière agricole et le gouvernement sur la sécurité du revenu formé par le ministre Paradis. Le gouvernement doit se montrer plus sensible aux défis que représente la mise sur pied d'une entreprise agricole. Il est essentiel que notre gouvernement mette en place un programme d'appui au développement des entreprises agricoles comme il le fait dans d'autres secteurs. Nous demandons depuis longtemps une véritable stratégie agroalimentaire québécoise pour stimuler l'investissement privé au lieu que d'avoir une vue partielle de l'agriculture en fonction de seulement les problèmes qui surgissent. L'agriculture est génératrice d'emplois, de retombées économiques importantes et d'investissements colossaux. Par exemple, en Montérégie, on compte plus de 11 000 producteurs agricoles, plus de 7 200 fermes, qui génèrent 30 des recettes agricoles du Québec, soit plus de 8 milliards d'économies. L'agriculture est donc une force économique majeure dans notre région. Il ne faudrait surtout pas qu'elle n'ait plus accès à des leviers financiers. Cela serait catastrophique pour nos agriculteurs, mais aussi pour toute l'économie de la région et de la province. Nous voulons des entreprises rentables, capables de contribuer encore plus à l'économie du Québec, et non pas juste des entreprises qui survivent à peine et de misère. C'est pourquoi aujourd'hui, nous déposons la pétition. En terminant, je vous mentionne qu'on est ici à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, la plus importante au Québec. Là, je parle pour les médias. Vous constaterez par vous-même l'importance de l'agriculture pour le Québec simplement en faisant le tour du site de l'exposition. Merci beaucoup. Merci, M. Saint-Jacques. M. Martial Groslot, président général de l'Union, va vous adresser la parole. OK. Alors, bonjour à tous. J'ai une petite présentation qui a été montée pour vous démontrer les conséquences des choix que les producteurs ont dû faire concernant l'ASRA versus les programmes agri, notamment dans le secteur du soya et du maïs, pour que vous soyez à même de bien illustrer, pour bien comprendre les risques auxquels seront exposées ces entreprises-là dans le futur. Alors, la pétition qui avait été débutée par M. Laflamme, puis auquel plusieurs ont participé, comme il l'a dit, ça a été un travail d'équipe, a permis à 4 500 personnes. Puis si on avait continué, il y en aurait eu plus là, de faire savoir au gouvernement que la sécurité du revenu en agriculture demeure quelque chose d'essentiel. Il y a 3 éléments qui nécessitent l'intervention des gouvernements en agriculture. Et ça a été étudié déjà dans les années 30 par des économistes américains, et on a qualifié ces 3 éléments-là du problème agricole. Les 3 éléments, c'est le climat, la température, sur lesquels on n'a aucun contrôle. Les producteurs agricoles sont tout à fait dépendants du climat. Le deuxième, c'est que les denrées qu'on produit sont périssables, puis on ne peut pas les conserver. Quand un porc est prêt à aller au marché, on ne peut pas le mettre au frigidaire en attendant que les prix s'améliorent. Il faut qu'il sorte, parce que le porcelet arrive pour le prochain élevage. Donc, on est dans une rotation qui ne peut s'arrêter parce que les prix varient. Et plus que ça, quand les prix baissent, les producteurs agricoles, pour maintenir leur liquidité dans leurs entreprises, ont tendance à produire plus. Et avant, donc, que les prix se rétablissent, et parce que la production aura baissé ou que la consommation aura augmenté, ça prend beaucoup de temps. Le plus bel exemple de ça, c'est ce qui se passe actuellement dans le secteur du lait à l'échelle mondiale. Les Européens ont cessé d'exercer un contrôle de la production, ils ont aboli les quotas. Les Chinois ont diminué légèrement leur demande, leur consommation. Les Américains se sont ramassés avec 2-3 % de surplus, pas 25 %, 2-3 % de surplus. Les prix ont chuté de 30 %. Et ça continue d'être le cas. Et la correction dans le marché laitier, ils s'attendent que ce ne soit pas avant 18 mois à 2 ans.
Donc ça, c'est le marché agricole, c'est ça. On pourrait prendre le porc comme exemple, ou on peut prendre les céréales. Ça se produit toujours de la même façon. Et le troisième élément, c'est que, pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on est des millions de producteurs qui ne sommes pas en contact les uns avec les autres pour ajuster notre production au marché. Et ça ne serait pas possible d'essayer de le faire. Les acheteurs peuvent le faire, parce que les acheteurs sont de plus en plus concentrés. Les producteurs, eux, continuent de produire isolément en espérant que les prix de marché pourront couvrir leurs coûts de production. Alors, s'il n'y avait pas les programmes de sécurité du revenu en agriculture, il n'y aurait tout simplement aucune banque qui serait prête à faire du crédit à un agriculteur. Ce qui a permis aux agriculteurs de développer leur entreprise, c'est les programmes de sécurité du revenu qui leur ont permis d'accéder à du crédit et graduellement d'améliorer leur coût de production, d'améliorer la productivité. La productivité qu'on a connue en agriculture, l'augmentation de la productivité depuis 30 ans, est essentiellement due au fait que les producteurs agricoles ont eu accès à du crédit et parce qu'ils avaient des programmes de sécurité du revenu. Alors, on demande donc au gouvernement de maintenir de bons programmes de sécurité du revenu, puis je vous ai dit pourquoi. Récemment, les producteurs ont eu à choisir entre les programmes Agri et les programmes ASRA dans les productions de pommes, pommes de terre, maïs et soya. Il y a deux types de programmes dans ces productions-là au Québec. Il y a les programmes Agri et il y a l'ASRA. Jusqu'à maintenant, c'était les deux programmes. Ces deux programmes-là ont été arrimés au départ. Donc, l'ASRA était soustraite, lorsqu'elle intervenait, était soustraite des montants Agri que les agriculteurs, que les entreprises auraient dû recevoir. Dans les années 2006-2007, le prix du maïs soya s'est apprécié sur les marchés. L'ASRA n'intervenant plus, les producteurs ont reçu les programmes Agri. Donc, sur une période de 8, bientôt 9 ans, les producteurs ont reçu des argents qui, en théorie, auraient dû être arrimés avec l'ASRA si elle était intervenue. La preuve que la financière agricole n'avait pas prévu cette période-là, qu'on a vécue depuis 2008, c'est que les programmes étaient désignés pour s'arrimer automatiquement parce qu'on n'a jamais cru que l'ASRA n'interviendrait pas pendant aussi longtemps. Dans le passé, les prix avaient été tellement variables que la période qu'on a vécue depuis 2007, personne ne l'avait vu venir. De sorte qu'aujourd'hui, on se ramasse en 2013 avec des 200 millions de dollars que les producteurs ont reçus et on leur demande de l'arrimer à l'ASRA qui, éventuellement, va intervenir, ce qui fait en sorte que l'ASRA devient tout à fait, à peu près caduque. Parce qu'avant, l'intervention de l'ASRA dans le maïs aurait été aux alentours de 127, aurait été déclenchée autour de 127 $ la tonne, alors que le prix stabilisé est à 196. Donc, ça ne fonctionnait plus. La financière agricole a proposé au gouvernement du Québec à 2 reprises de limiter les arrimages cumulés à 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que, au niveau légal et juridique, lorsqu'on a un recours civil contre quelqu'un, habituellement, les cours disent « tu ne peux pas revenir plus de 3 ans en arrière ». Parce que les choses évoluent quand même, puis à un moment donné, il faut que ça s'arrête à quelque part. Donc, la financière agricole, à 2 reprises, a recommandé au gouvernement de maintenir l'ASRA en limitant à 3 ans, rétroactivement, les arrimages cumulés. Le gouvernement n'a pas répondu à cette demande-là de la financière agricole, cette recommandation-là de la financière agricole. La financière a donc dû se retourner vers les producteurs et leur demander de choisir. Bon, maintenant, allons voir quelles seront les conséquences. Ici, je prends l'exemple du maïs grain. En 2014-2015, avec un revenu stabilisé à 196 $, c'est environ le prix que le maïs devrait se vendre là, selon les prévisions. Là. On verra. Actuellement, c'est les prévisions. On a ici le prix du marché, l'intervention d'Agri-Québec, l'ASRA et l'ASRA aux 2/3. Si le prix du marché est à 200 $, donc l'ASRA n'intervient pas, il y a seulement Agri-Québec qui intervient. À 3,2 %, le producteur va recevoir 5,51 $ la tonne. Donc, ça lui fait un revenu de 205,51 $ la tonne. Mais si les prix diminuent,
bien là, les agris diminuent également, parce que les agris sont versés selon le rendement de l'entreprise. Donc, prenons l'exemple à 170 $ la tonne. Là, les agris vont verser 4,55 $. La SRA aurait versé à 170 $ la tonne, la SRA aux 3/4, là, 26 $ la tonne. Donc, avec la SRA, le producteur aurait eu son 196 $ la tonne, mais avec seulement le programme Agri-Québec, le producteur va recevoir 174,55 $ la tonne. Là, il y a potentiellement d'autres programmes qui pourraient intervenir, mais ces autres programmes-là dépendent aussi du rendement de l'entreprise et des années antérieures, du rendement des années antérieures. Nettement, en abolissant la SRA dans les céréales, on expose les entreprises céréalières à un risque qui, éventuellement, va les emmener dans des situations problématiques. Nous, on l'a dit au ministre, on l'a dit au gouvernement, vous exposez les entreprises à un risque et c'est démontré que dans le passé, ces risques-là, s'il n'y avait pas eu la SRA, les entreprises n'auraient pas pu les assumer. Bon. Si on prend pour une entreprise maintenant moyenne de 300 hectares, voilà les sommes que ça donne. À 200 $, le producteur recevrait 15 000 $ d'Agri-Québec. Mais si je prends à 170 $ la tonne, le producteur recevait 12 900 $ d'Agri-Québec, mais il recevrait 73 000 $ de la SRA. Alors, c'est sûr que si vous avez un projet à financer, puis vous allez voir votre banquier, puis vous lui montrez un tableau comme celui-là, puis le banquier voit que maintenant la SRA n'existe plus, que la seule protection que le producteur reçoit, elle diminue à mesure que les prix de marché diminuent. Vous essayerez de vous faire financer un projet dans le futur à partir d'un programme comme celui-là. C'est tellement le cas que les Américains actuellement ont changé leur programme et ils reviennent à des programmes d'assurance. Aujourd'hui, dans le maïs, si on compare le Canada avec les États-Unis, les interventions américaines vont être de l'ordre de 4 à 5 fois supérieures aux interventions du Québec pour les producteurs de maïs, avec un climat qui est plus favorable et avec des rendements qui sont plus élevés qu'ici. Alors, je ne sais pas de quelle façon les gens qui ont pris ces décisions-là prétendent que vous allez pouvoir augmenter votre productivité à ce point-là, mais on expose les producteurs à des risques auxquels ils ne pourront pas faire face. Soya, c'est la même chose. Les écarts sont moins grands parce que le prix du marché dans le soya est demeuré meilleur. Donc, le soya est un peu dans une situation un peu différente. Et j'avance, parce que je ne veux pas passer l'après-midi non plus. Donc, lorsqu'on a demandé à SRA ou Agri, en fait, la décision n'a pas été économique. La décision a été grandement politique, parce que ça fait des années que la SRA est décriée parce qu'elle est mal comprise. Et vous avez eu le rapport Pronovo, déjà, qui avait vilipendé la SRA, qui avait recommandé de l'abolir, puis d'aller vers des programmes européens, comme les Européens ont, découplés. Il y a eu le rapport Saint-Pierre par la suite en 2009. Il y a eu le rapport Robillard en 2014. Mais c'est toujours à partir des mêmes arguments. On dit la SRA rend les producteurs inefficaces. Mais si vous regardez le degré d'augmentation de la productivité à l'hectare ou le degré d'augmentation de la productivité dans le porc au kilo produit et tout, vous regardez, et notre productivité s'est améliorée au-delà, par rapport à où on est parti, au-delà et plus rapidement que nos compétiteurs. Donc, ce n'est pas vrai que la SRA rend les producteurs inefficaces. On fait actuellement face à une demande alimentaire croissante. Les gens disent, oui, mais les prix vont être bons. La demande est forte. La demande, elle est croissante, et elle va demeurer croissante jusqu'en 2050. Mais la production peut toujours dépasser la demande, même si elle est en croissance. Et je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, en agriculture, la production dépasse de quelques points la demande et les prix s'effondrent. Et là, on risque fort, le Québec, de se priver
ou de ne pas être sur les marchés parce que nos compétiteurs vont être mieux équipés que nous autres pour répondre à cette demande-là. Alors, on le voit là, on dit que pour nourrir 9 milliards d'individus en 2050, il faudra augmenter de 70 la production agricole. On parle de 50 de la production annuelle de céréales, puis de 100 de la production de viande. Mais ça reste des pronostics selon la diète actuelle. Mais la diète des gens peut changer d'ici 2050 aussi. Une compétitivité à regagner. Quand je vous disais que les autres États interviennent plus, on a souvent cru que le Québec, le Canada, intervenaient davantage que les autres pays, les autres provinces. Vous avez ici le graphique, là. Ça, c'est le pourcentage des revenus que les producteurs, en regard du pourcentage du revenu des producteurs qui provient d'un soutien de l'État. Et au Québec, ça inclut le programme de remboursement des taxes foncières actuellement, qui est le programme qui intervient le plus au Québec actuellement. Et je le mentionne, je vais y revenir un peu plus tard, mais le fait qu'en Ontario, par exemple, on ne rembourse pas financièrement les taxes aux producteurs, bien, ça fait en sorte qu'il y a une intervention de moins en Ontario, mais une intervention qui en fait, c'est que financièrement, ça paraît mieux, mais dans les faits, ils n'ont pas à débourser ces taxes-là, donc ils n'en sont pas remboursés. Mais si vous prenez la Norvège, 35 des revenus des producteurs proviennent du soutien de l'État. Si on va à l'Union économique européenne, c'est environ 14 des revenus des producteurs qui proviennent de l'État. Le Royaume-Uni, c'est la même chose, la France. Les pays de l'OCDE, on est plus autour de 12. Si on prend les États-Unis, on est autour de 7. Le Québec est à peu près à la hauteur des États-Unis. Et depuis 2013, le Québec est légèrement en bas des États-Unis, notamment à cause de la gestion de l'offre. Quand je parlais ici, on ne débourse pas pour soutenir les producteurs de lait ou de volaille à cause de la gestion de l'offre. Le Pays-Bas puis le Canada arrivent pratiquement le pays qui débourse le moins pour soutenir son agriculture. Donc, c'est sûr que la gestion de l'offre, là, représente 20 des revenus agricoles au Canada. Donc, on pourrait dire, bon, comme on n'a pas à débourser pour soutenir la gestion de l'offre, on pourrait retrouver le Canada à environ 20 plus bas que les Américains. Le Canada est tout près de 40 plus bas que les Américains actuellement. Donc, c'est clair que le gouvernement canadien et les provinces interviennent moins pour soutenir leur agriculture que nos compétiteurs. Ici, ça illustre encore ce phénomène-là, parce qu'on se dit, bon, si on intervient moins, il y a sûrement des conséquences à ça. Vous avez ici une compétitivité, les dépenses en immobilisation en agriculture de 2006 à 2015. En 2006, on investissait 496 millions par année au Québec, 722 en Ontario et 1600 millions au Canada. Donc, on avait, ça c'était les moyennes en 2006. Si vous regardez, la ligne bleue, là, elle est en croissance, un peu comme les autres, la rouge et la jaune, jusqu'en 2010. À partir de 2010, là, les dépenses en immobilisation en agriculture au Québec sont stables. Et là, on voit qu'à partir de 2013, 14 et 15, on a remonté un petit peu, mais c'est légèrement en décroissance. Alors que, regardez l'Ontario, les dépenses en agriculture sont passées de 722 millions à 1439 millions ou 1,439 millions. Donc, c'est clair qu'il y a un sous-investissement actuellement par rapport à nos compétiteurs et c'est encore plus évident au Canada. La situation s'explique en partie par le fait que notre agriculture au Québec est grandement dépendante des productions animales en proportion. Contrairement à l'Ontario et au Ouest du Canada où c'est principalement les productions végétales. Et ces productions végétales-là, depuis les années 2008-2009 jusqu'à maintenant, ont quand même connu des conditions plus favorables que les productions animales. Mais dans les productions animales, et on le dit, les bâtiments sont vieillissants au niveau des élevages porcins. Dans le bovin, il faut investir également dans certains secteurs pour le bien-être animal. Mais on est dans une situation où le Québec prend du retard. C'est la même chose qu'au niveau de la recherche.
On voit ici, c'est les dépenses en recherche des entreprises. Donc, ce n'est pas les dépenses du gouvernement, mais c'est les dépenses des entreprises. Et on voit qu'au niveau au Québec, ça, en agriculture et en fabrication d'aliments et de boissons, les dépenses en recherche sont décroissantes également depuis 2008. Au niveau de l'emploi, on a des enjeux de rareté d'emploi. Un emploi sur 12 était vacant dans le secteur agricole en 2014, alors que c'est 1 sur 36 dans les autres secteurs. Et on estime là, que les pertes encourues à cause de ça, c'est 116 millions. Puis il y a 11 des employeurs qui ont dû reporter ou annuler des plans d'expansion en raison d'emplois vacants. Et ça, c'est sûr que les pressions sur les programmes d'emploi pour les étrangers temporaires ou saisonniers, les pressions qu'on a mises sur le programme d'assurance emploi a également fait mal au secteur agricole. On dit que si rien n'est fait en 2025, il va manquer 3 400 travailleurs dans la demande de main-d'œuvre va diminuer de 3 400 travailleurs, mais la main-d'œuvre disponible va baisser de 5 300 travailleurs. Donc, l'écart va s'élargir au niveau de la main-d'œuvre. La fiscalité, le programme de remboursement des taxes foncières, le gouvernement propose des modifications au programme actuel. Nous, on propose de reporter ces modifications-là parce que ce n'est pas une vraie réforme du programme de la fiscalité foncière. On souhaite une réelle réforme du programme de fiscalité foncière. Les modifications proposées vont représenter une hausse pour à peu près la moyenne des producteurs de 30 à 40 de la facture qu'ils assument actuellement. Puis, on se dit que le Québec doit investir. Au dernier congrès de l'UPA, on avait déposé un manifeste pour le déploiement d'une stratégie agroalimentaire. On avait été appuyé par la coopérative fédérée, la Faculté des sciences de l'agriculture et l'Université Laval. Donc, on continue de demander, il faut une stratégie pour stimuler les investissements, investir en recherche et favoriser le développement de la main-d'œuvre. Alors, on parle ici d'un manque de vision. C'est sûr que depuis l'élection, on a eu des enjeux budgétaires. On a toujours dit qu'on comprenait que le Québec ne pouvait pas dépenser plus que ses revenus. À un moment donné, il faut équilibrer, la province devait équilibrer ses dépenses. On était d'accord avec ça, mais on ne peut pas couper un secteur qui est créateur d'emplois. Investir en agriculture, actuellement, c'est démontré, c'est l'endroit qui génère le plus d'emplois par 1 000 $ investis. Donc, c'est pas une bonne stratégie de couper en agriculture si on veut régler le problème de l'équilibre budgétaire au Québec. Donc, on demande au gouvernement de revoir ses priorités au niveau de l'agriculture, de développer une réelle stratégie agroalimentaire. La consultation qui est prévue cet automne, c'est une autre consultation qui va s'ajouter aux 8 consultations qui ont déjà été menées dans le secteur depuis 2008. On est le secteur qui a probablement été le plus consulté depuis 2008. Et là, on nous entraîne dans une nouvelle consultation. Donc, on dit depuis 2 ans, il n'y a pas eu de signes significatifs. Les budgets de la financière agricole qui n'ont pas été utilisés au développement de l'agriculture ont été retournés pour combler le déficit budgétaire. C'est près de 1 milliard de dollars depuis 2 ans qui a été retourné à l'équilibre budgétaire parce que les prix des marchés ont été bons et parce qu'on n'a pas réinvesti. Alors, voilà. Alors, moi, ça fait le tour de la présentation que je voulais vous faire, mais en même temps, pour vous dire qu'il y a plusieurs gros dossiers cet automne qu'on va mener de front. On ne veut pas travailler... on veut travailler à construire quelque chose. C'est ça le message. On veut travailler à construire l'avenir. Les décisions qu'on prend à court terme, qui sont appuyées sur un raisonnement uniquement budgétaire, ce n'est pas des visions. Ce n'est pas des visions qui vont nous permettre de développer l'avenir et d'assurer une relève solide sur nos entreprises agricoles, puis un secteur solide pour les fournisseurs d'intrants agricoles, un secteur qui va être capable de compétitionner les autres provinces et les autres pays pour qu'on ait notre place dans la demande alimentaire croissante. C'est ça le message. Puis la pétition que M. Laflamme a démarrée, puis je le remercie très, très sincèrement, il a travaillé énormément pour ça. Il a été la voix, il a un peu exprimé la voix que bien des gens, là, on n'ose pas toujours se lever puis parler. M. Laflamme l'a fait. Il s'est levé, il a parlé, puis il a entraîné les autres avec lui.
C'est ce signal-là, je pense, qui était nécessaire de dire aujourd'hui, on a 4500 signatures, on a des grands enjeux pour l'automne qui s'en vient, il faut être solidaire, il faut travailler à des solutions durables pour l'avenir de l'agriculture du Québec. Puis, on est à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. C'est la plus importante exposition agricole au Québec. On est dans la technopole agricole du Québec. Il y a, je ne sais pas, M. Laflamme, Réal, peut-être tu peux me dire combien d'emplois dépendent de l'agriculture dans la région ici, là. Saint-Hyacinthe, c'est peut-être un emploi sur deux ou pas loin, quand tu calcules les entreprises, les fournisseurs, la transformation. Alors, c'est important. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est pour souligner que la pétition va être déposée au premier ministre, mais vous dire aussi que cet automne, il faut qu'il y ait un message de déploiement puis d'alignement des forces si on veut avoir une agriculture compétitive au Québec. Merci beaucoup. Bon, bien, je vous remercie d'être venu. Il va y avoir une période d'entrevue pour les trois porte-paroles. Je vous remercie à tous d'être venus et bonne chance pour la suite.